Je descendais la route, et puis il y avait une autre voiture qui montait en face, et nous sommes arrivés à cette intersection avec un feu de signalisation. Et juste au moment où nous sommes entrés dans l'intersection, il s'est déporté sur ma voie, et j'ai eu juste assez de temps pour vraiment réaliser ce qui était en train de se passer, qu'il allait me percuter, et que tout était fini. Et je n'ai ressenti absolument aucun impact, pas le moindre. Mais l'instant d'après, je regardais le toit de ma voiture d'en haut, depuis peut-être 12 ou 15 pieds de haut. Et je regarde autour de moi en me disant, génial. Salut tout le monde, j'espère vraiment que cet échange vous plaît. Et une chose que j'ai remarqué récemment, c'est que la plupart d'entre vous n'est pas abonné à notre chaîne YouTube. C'est gratuit et ça nous aide vraiment beaucoup. Alors si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez ce contenu pour qu'on puisse continuer à élever la conscience de la planète. Merci beaucoup et retournons à notre discussion. Bienvenue dans l'émission Hélène. Comment allez-vous? Merci, vous? Très bien, ma chère. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans cette émission. J'ai vraiment très hâte de parcourir un peu votre vie si intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire, de découvrir votre parcours et de le partager ensuite avec tout notre public. Alors, avant de discuter en détail de votre expérience de mort imminente, pourriez-vous nous raconter un peu, si vous le voulez bien, comment était votre vie avant cet événement? Eh bien, j'ai eu une enfance assez mouvementée, et pas nécessairement de la meilleure façon. J'ai été adoptée quand j'étais bébé. D'accord. Ma mère adoptive, je n'ai jamais eu l'occasion de savoir qui étaient mes parents biologiques, en fait, non. Ma mère adoptive est décédée quand j'avais 12 ans, à l'époque. Oui, c'est ça. Elle s'est manifestée dans ma chambre la nuit même de son décès, alors qu'elle se trouvait encore à l'hôpital, pour me rassurer et me dire combien elle m'aimait, en me promettant de veiller sur moi pour toujours. Je me suis alors levée pour rejoindre le salon et j'ai annoncé à ma grand-mère que, tu sais, maman nous avait quittés. Elle refusait d'y croire, disant que ce n'était pas possible. Et juste après, mon père nous a téléphoné de l'hôpital pour confirmer qu'elle était partie. C'est précisément à cet instant précis de ma vie que j'ai pris conscience qu'il existait bien plus de mystères dans ce monde que tout ce qu'on m'enseignait à l'époque lors des leçons de l'école du dimanche. Et j'allais découvrir de quoi il s'agissait. Ça ne collait pas vraiment avec le message de l'école du dimanche. À ce moment-là, très rapidement, avez-vous reçu une éducation religieuse? C'était chrétien, catholique, baptiste? Un mélange. J'allais dans une église presbytérienne au tout début de mon enfance. Et ensuite, j'ai fréquenté l'école primaire luthérienne et puis nous sommes allés à l'église méthodiste. Et puis mon père a épousé ma belle-mère qui, elle, était de confession catholique. Donc j'ai eu un petit aperçu de toutes ces différentes choses finalement. Et j'ai aussi un peu réalisé à un moment donné, vous savez qu'ils pensent tous plus ou moins être les seuls à être sauvés. Alors il y a forcément quelqu'un qui doit se tromper. Vous savez quoi? Quand, en tant que catholique en voie de guérison, car je le suis, c'est la seule chose que je me suis toujours dite. Je me disais, tu veux me faire croire que le milliard et demi de bouddhistes là-bas, et un autre milliard de musulmans par ici, et un autre couple de milliards d'hindous ou 1 milliard d'hindous, genre, tous ces gens-là sont à côté de la plaque et qu'ils n'ont juste pas eu la chance de naître catholiques. C'était tout simplement absurde à mes yeux. Ça n'avait absolument aucun sens. Ce n'était pas du tout logique pour moi. Non, non, pas du tout. Donc, mon tout premier souvenir, c'est que j'avais probablement environ 5 ou 6 ans, et j'étais au lit et je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant à voix haute: «Comment avez-vous pu me laisser comme ça ici avec ces gens?» Et à ce jour, je ne sais pas si je parlais à Dieu, si je parlais à des extraterrestres, ou vous savez, je n'en sais rien, à mon moi supérieur. Mais j'avais vraiment, oui, cette impression d'avoir été complètement abandonnée. Et j'avais le sentiment de parler, en fait, de la planète Terre tout entière, pas seulement de ma propre famille. Donc, je me suis toujours sentie comme une étrangère dans un monde étrange. C'était genre, qui sont ces gens et pourquoi agissent-ils comme ça?
Et j'étais, comment dire, un petit peu médium, vous savez? Et mes parents, eux, m'accusaient toujours, mais vraiment toujours, d'écouter aux portes parce que je savais des choses que personne d'autre ne pouvait savoir, que dans leur esprit, il m'était absolument impossible de savoir, à moins bien sûr d'avoir été là, à écouter aux portes, vous savez? D'accord. Et je savais comme ça, tout simplement, certaines choses instinctivement, et je me demandais souvent pourquoi les autres, eux, n'avaient pas ce même savoir non plus. Pourtant, je ne considérais pas vraiment ça comme un don de voyance. Non, pas un don particulier. Grandir, pour moi, ce n'était vraiment pas facile du tout. Ma belle-mère, elle, avait 4 enfants qui sont venus s'installer chez nous, à la maison, et mon père, lui, était toujours un peu dur. Toujours. Toujours très critique envers moi. Donc j'ai eu en fait ce genre de choses, vous savez. Ces remarques critiques, je les ai subies, oui, pendant la majeure partie de ma vie. Et j'avais aussi une estime de moi-même devenue vraiment très faible, voire inexistante. Et j'en arrivais au point où je me faisais juste des nœuds au cerveau en essayant d'être celle que tout le monde voulait que je sois et en essayant de plaire aux gens. Et parallèlement à tout ça, j'ai grandi durant une période où la forme d'humour, et plus particulièrement celle qui était à la mode, reposait essentiellement sur le sarcasme. Je suis vraiment devenue la reine du sarcasme. Et je pense que c'était parce que, eh bien, premièrement, je veux dire, j'ai un bon vocabulaire et je suis un peu, comment dire, médium. Alors je pouvais, oui, je pouvais sauter à la jugulaire de quelqu'un sans même m'en rendre compte. Dur. Dur. Je ne l'ai réalisé qu'après mon expérience de mort imminente. Je me disais, oh mon Dieu, vous savez, mais c'était une défense, vraiment. Je manquais tellement d'assurance. J'essayais d'être sophistiquée et intelligente, vous savez, pour que les gens m'apprécient, tout simplement. Et vous savez, ça n'a jamais vraiment marché, pas du tout. Sauf que j'avais des amis sarcastiques, eux, heureusement. Mais pendant tout ce temps, je lisais absolument tout ce que je pouvais me procurer sur la métaphysique et la spiritualité. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une licence d'anglais. Et Vous avez dit ça avec un certain ton, là. Je disais juste, vous savez, c'est tout simplement comme ça. je vois le genre. Oui, et ces 25 cents serviront sans doute à vous payer une bonne tasse de café bien chaud. Mais enfin, bref, donc, Du café pour 25 cents, où trouvez-vous ça? eh bien, je parle de cette époque-là et c'était il y a assez longtemps pour que, vous savez, les femmes n'avaient genre que 4 métiers possibles. Ouais, On pouvait être une professeure, une hôtesse de l'air ou une infirmière. une secrétaire. Secrétaire. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'avais fait des études pour être prof et à ma sortie de la fac, il y avait un surplus de professeurs et je ne trouvais pas de travail, alors je suis devenue secrétaire. Alors je galérais pas mal, j'essayais vraiment, vraiment de trouver un moyen de décrocher un boulot dans la rédaction et rien ne semblait vraiment fonctionner en fait. Mais je lisais tous ces trucs métaphysiques et la vache, je savais tout. Ah oui, je savais tout, absolument tout. Et le problème, c'est que je rabâchais un peu tout le monde avec ça parce que moi, je savais et eux ne savaient pas. C'est l'insécurité, c'est l'insécurité. Écoutez, écoutez, on passe tous par là. J'ai eu cette phase dans ma vie aussi, genre, vous savez, avoir un tout petit peu de savoir, c'est dangereux. Et puis ça, et puis on veut faire croire qu'on est quelqu'un de plus important qu'on l'est en réalité. C'est un peu comme cette personne, genre, quand on mange au dîner et qui te sort, tu savais que la fourchette avait en fait été créée par les Romains. Tais-toi, je peux juste manger mon repas, je n'ai pas besoin de connaître l'histoire de la fourchette. Mais ce genre d'insécurité. Oui, exactement, exactement. Regardez un peu comme je suis intelligente et tout ce que je sais. C'est ça, exactement. Donc, vous assommiez les gens, et je suppose qu'à l'époque où vous assommiez les gens avec vos connaissances métaphysiques, les connaissances métaphysiques n'étaient pas vraiment quelque chose de grand public, ni même de près ou de loin accessible au grand public. J'ai bon? Absolument pas. Je me souviens quand les documents de CES sont sortis à la fin des années 70 et que ça m'a genre fait exploser le cerveau. Bien sûr. Et une fois que je me suis vraiment plongée dans tout ça, c'était un peu comme ça. Eh bien, tu sais quoi, tu crées ta propre réalité et les gens me regardaient comme si j'avais 2 têtes. Plus tard, le secret popularise la loi de l'attraction. Vous voyez, j'avais raison. Après Seth, que s'est-il passé? Eh bien, par la suite, j'ai poursuivi mes diverses lectures tout en essayant de mener ma vie.
jusqu'au jour tragique où j'ai subi une très violente collision frontale au volant de ma voiture. D'accord, donc vous avez eu une collision frontale? Mon Dieu, la vache, mec, une collision frontale. Heureusement que c'était à une époque où les voitures étaient encore faites de fer et d'acier. Donc vous avez probablement encaissé le coup un peu mieux qu'avec celle d'aujourd'hui. Pas de ceinture? Oh, eh bien, il y a ça, effectivement. C'était vers quelle période? Au tout début des années 70? 1985. En 1985, le port n'était pas encore obligatoire. Je me souviens très bien de cette période. Nos voitures en avaient, mais on ne les mettait pas. C'était genre, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? C'est super inconfortable. Je ne vais pas la mettre, vous savez? J'avais l'habitude, je me souviens quand j'étais enfant à la fin des années 70, début des années 80, et je courais dans tous les sens sur la banquette arrière, je plongeais partout et j'y allais, je jouais. Et la ceinture de sécurité n'était même pas une question, juste jamais une question, mais ça l'était. Comment nous avons tous survécu me dépasse. Genre comment notre génération, genre votre génération, ma génération, comment nous sommes même en vie tient du miracle. Pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de guides, beaucoup d'anges gardiens qui nous protégeaient à l'époque. Exactement. Nos anges gardiens, vous savez, faisaient genre des heures supplémentaires. Je comprends. Racontez-nous maintenant en détail les circonstances de ce terrible choc frontal vécu sans ceinture de sécurité. Que s'est-il précisément passé au moment de l'impact? Eh bien, je descendais la route et il y avait une autre voiture qui montait la route. Nous sommes arrivés à cette intersection avec un feu et juste au moment où nous sommes entrés dans l'intersection, il s'est déporté sur ma voie et j'ai eu juste assez de temps pour réaliser ce qui se passait, qu'il allait me percuter et c'était tout. Et je n'ai ressenti absolument aucun impact. Mais l'instant d'après, je regardais le toit de ma voiture d'en haut depuis peut-être 12 ou 15 pieds de haut. Et je regarde autour de moi en me disant « Génial ». J'ai quitté mon corps. J'ai toujours voulu faire ça. Vous savez? Vous ne réalisiez pas encore la gravité de la situation. Non. Et j'ai vu l'autre conducteur sortir de sa voiture et s'approcher de mon véhicule. Et il a regardé à l'intérieur de ma voiture et je me suis dit « Oh, c'est gentil de sa part, non? Il veut juste s'assurer que je vais bien. » Et là, il a éteint mes phares. Parce que c'était un état où s'appliquait la règle de la négligence contributive et il voulait absolument me faire porter toute la responsabilité de cet accident. Wow. Rappelez-moi d'y revenir plus tard. D'accord, dites-moi ce qui est arrivé à ce champion. D'accord. Alors, je suis en dehors de mon corps, et là, je me mets à regarder autour de moi dans toutes les directions. Et là, il me vient à l'esprit que je peux absolument tout entendre et tout voir, et il me vient aussi à l'esprit que, attendez, si je suis ici en train de regarder le toit de ma voiture et que mon corps est dans la voiture, qui suis-je alors? Je pensais que j'étais ça. Mais apparemment, je ne suis pas du tout celle que je croyais être. Alors je me suis dit, parce que j'avais lu des choses, je me suis dit qu'il devait y avoir un tunnel de lumière dans le coin quelque part. Et je l'ai entendu genre surgir d'un coup du côté et je l'ai senti avant même de pouvoir le voir. Et il y avait cette énergie juste sublime, magnifique, paisible et aimante qui, genre, en émanait. Et ça m'a attirée, ça m'a vraiment tirée à travers ce tunnel. Ce n'était pas un tunnel qui était très, très long. Et alors qu'on arrivait à l'autre bout de ce tunnel, ce sentiment de paix, d'amour, de joie et de félicité ne faisait que devenir de plus en plus fort, de plus en plus intense. Et je suis arrivée au bout. Et j'étais dans cette atmosphère, ce royaume ou quelque chose d'autre d'indéfinissable. Ça ne semblait pas être un endroit parce que tout n'était qu'une sorte de lumière, mais je me laissais vraiment imprégner par toutes ces sensations parce que je ressentais. C'était genre, oh, c'est ici, oui, c'est ici que je suis censée être. Cet autre endroit m'était complètement étranger et je n'y avais absolument pas ma place. Et c'est ici, oui, c'est vraiment ici que j'ai ma place. Et vous savez, tous les fardeaux, tous les soucis et tout le stress se sont tout simplement envolés comme ça.
J'avais vraiment cette sensation étrange, vous savez, comme quand l'océan, en remontant sur la plage, laisse parfois derrière lui de petites poches d'eau, de l'eau qui reste là, toute seule, isolée. Et je me sentais en fait exactement comme l'une de ces petites flaques d'eau complètement coincées là, sur le sable, dans un environnement vraiment hostile. Oui, un environnement très hostile. Et puis par un incroyable miracle, la vague est revenue me chercher, me reprendre et me ramener enfin, vous savez, au sein même de l'océan, dans son immensité. Et donc j'adorais vraiment ça. C'est comme si je pouvais rester ici pour toujours, oui, pour toujours. Et puis j'ai entendu comme une sorte de remue-ménage, une agitation, et j'ai jeté un coup d'œil, et il y avait là une foule, une immense foule de personnes. Il y avait ma mère qui était décédée. C'est la première que j'ai vue, et tous mes grands-parents, ainsi que quelques tantes et oncles. Et on a juste eu de merveilleuses retrouvailles. Et il disait, vous savez, nous sommes tellement fiers de toi. Et j'ai dit, mais je n'ai rien fait. Nous sommes fiers de toi, oui, simplement parce que tu trouves la force de te lever chaque matin pour donner le meilleur de toi-même. Car la vie sur Terre, c'est une épreuve vraiment difficile, tu sais. Et là, je me suis vraiment dit, oui, c'est tellement ça, c'est la pure vérité, absolument. Et ce qui était particulièrement intéressant dans tout ça, c'est que j'ai alors aperçu d'autres personnes et je les ai reconnues immédiatement, sans la moindre hésitation, sans aucun doute. Et ils étaient, eh bien, c'était mon père biologique et mes grands-parents biologiques. Or, dans ma vie en 3D, je ne les avais jamais vus, ni même ceux qui ils étaient, mais j'ai su immédiatement qui ils étaient, et eux aussi, ils me connaissaient. Et ils étaient là pour m'accueillir, oui, ce furent de grandes retrouvailles. Et j'ai réalisé que ma propre famille, celle avec laquelle j'avais grandi, qui était présente là aussi, connaissait aussi, oui, ces personnes, et qui avait eu en fait tout un plan, et que j'avais, oui, un plan A et un plan B. Et je pense que ça dépendait de si ma mère biologique décidait si elle pouvait me garder ou non. Ils avaient planifié tout ça. Et j'ai demandé, m'a-t-on consulté? Non. Donc, mais vous savez, on a eu ces super retrouvailles et ça a semblé durer une éternité. Et puis j'ai commencé à me sentir mal à l'aise parce que ce n'était pas un endroit. Et nous sommes habitués aux couleurs, à la 3D, et bien sûr, aux dimensions. Et je me suis dit, j'aurais tellement aimé que cela ressemble davantage à un véritable endroit. Et c'est à ce moment-là que la scène, le décor, a complètement changé. Comme si une sorte de grande main, avec des pinceaux ou quelque chose comme ça, était venue et avait peint tout le paysage. Et soudain, il y avait de l'herbe, des collines, des arbres et des animaux, des chiens et des chats qui couraient partout, qui galopaient. Tous mes chats décédés, absolument tous, sont venus me voir, sont accourus. Ils s'amusaient bien. Et je me suis dit, vous savez, je suis contente de voir ces gens, mais je pense que je suis censée voir quelqu'un d'autre et je ne sais pas qui c'est. Et j'ai vu ce chemin qui m'attirait en quelque sorte et j'ai pensé, bon, je vais y aller. Alors j'ai suivi ce chemin et en route, je regarde ces couleurs pour lesquelles on n'a même pas de mots parce qu'on ne les a jamais vues. Et tout était vivant. L'herbe me parlait quand je passais devant, par exemple. Vraiment fascinant. Et donc j'ai descendu ce chemin, j'ai traversé des bois et franchi ce petit ruisseau pour arriver dans une clairière où il y avait genre un kiosque et je pouvais voir qu'il y avait des gens debout à l'intérieur. Alors je me suis approchée doucement et c'est là que j'ai découvert ce groupe composé d'environ 12 personnes. C'était des êtres magnifiques et vraiment très grands. 12 à 15 pieds. Rappelez-vous bien que moi, je ne mesure que 5 pieds 4 pouces. Donc, au tout début de notre rencontre, ils se sont contentés de me contempler, tout simplement, sans rien dire. C'est vraiment le seul mot, le seul terme qui me vient à l'esprit pour décrire cela. Qu'ils m'ont contemplé, oui. Et je savais qu'ils savaient absolument tout de moi. Ils connaissaient la moindre de mes pensées, toutes celles que j'avais eues. Ils avaient vu chaque action, ils avaient entendu chaque mot et même chaque inaction. Et ils m'aimaient pour tout ça, entièrement. Chaque parcelle de moi, ils m'aimaient totalement. On pourrait les croire intimidants, mais non, car ils rayonnaient d'amour. Ils incarnaient pleinement cette joie, cette félicité et cet amour.
Et donc nous avons communié l'un avec l'autre pendant ce qui m'a vraiment, vraiment semblé être un très, très long moment et j'ai dit à un moment donné: «Mais vous savez quel était donc au fond le sens de tout cela? Je veux dire cet endroit est franchement, mais franchement affreux et vous savez les gens sont tellement, tellement méchants et vous savez je ne pense pas qu'il y ait le moindre amour sur cette planète et je n'y retournerai absolument pas, non. Vous savez?» Alors, ils m'ont montré, vous savez. Ils m'ont tout montré, comme sur de très très grands écrans de télévision. Ils m'ont montré l'ensemble de toutes mes vies passées. Et je pouvais voir la progression de toutes les choses que j'avais apprises et aussi de toutes celles que j'avais transportées, que j'avais emportées d'une vie à l'autre. Et j'étais là. Mon Dieu, ça prend un temps fou d'apprendre quoi que ce soit là-bas. Et c'est toujours par la douleur. Et ils m'ont montré, c'était genre, regarde ce qui attend l'humanité. Et je vois ce monde magnifique où il y a la paix et la prospérité pour les gens, et il y a l'égalité, et les gens, il n'y a pas de compétition, il y a plus de collaboration. Et j'étais là, eh bien, ça a l'air super, mais vous savez quoi? Je n'y retourne pas. Vous ne m'obligerez pas. Et je n'y retournerai certainement pas. Et il disait, oui, ma chérie, c'est bon, c'est tout à fait bien. Tu n'es pas obligée d'y retourner. Tu as, en gros, fait ce qu'il fallait faire. Tu as accompli la chose principale que tu voulais accomplir et tu n'es pas obligé d'y aller. Et je me dis, d'accord. Et puis ils ont ajouté, mais laisse-nous au moins te montrer tout ce que tu serais capable d'accomplir si tu acceptais d'y retourner. Et derrière le deuxième rideau? Ouais. Alors je me suis réveillée brusquement dans la salle des urgences et j'ai aussitôt commencé à jurer de toutes mes forces. Donc vous vous trouviez déjà là-bas? De nouveau de retour? Je me suis réveillée et j'étais aux urgences. Alors ils n'ont pas pris la peine de vous montrer ce que c'était réellement? Si, je l'avais juste oublié. D'accord. Et vous l'ont montré là-bas? Ouais, ils me l'ont montré. Et d'une certaine façon, le truc c'était que je savais qu'ils ne m'avaient pas obligée à revenir. Ils m'ont montré quelque chose qui m'a fait changer d'avis, mais je ne pouvais pas me rappeler ce que c'était. Ça gâcherait le plaisir. Et j'étais vraiment, vraiment furieuse, je peux vous le dire. Et je suis sûr qu'ils en riaient. Oh oui, oui, c'est l'autre chose. Je veux dire, ils avaient un sens de l'humour absolument fabuleux, vraiment. Et ils m'ont même dit, en fait, que mon rire, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux que je puisse offrir au monde entier, et que le fait de rire, c'est vraiment l'une des choses les plus spirituelles que l'on puisse faire. Oui, absolument, tant que ce n'est jamais, jamais, bien sûr, aux dépens de qui que ce soit d'autre. C'est juste. Donc, vous savez, je suis aux urgences en train de jurer. Et l'infirmière s'approche et j'ai dit, pourquoi suis-je ici? Vous savez, je disais, pourquoi suis-je ici? Et elle me répond, vous êtes à l'hôpital parce que vous avez eu un accident de voiture. Et j'étais là, non, pourquoi est-ce que je suis là? Vous êtes à l'hôpital à cause d'un accident de voiture. Et moi, j'ai juste dit, non, laissez tomber, vous savez. C'est donc à ce moment précis qu'a débuté cette longue période d'intégration de 40 ans environ pour assimiler en profondeur tout ce que j'avais pu apprendre là-haut. Et je pense que je dois vraiment être très lente à apprendre, parce que cela m'a pris un temps vraiment, vraiment très long. J'avais toutes ces informations théoriques dans ma tête, oui, tous ces concepts métaphysiques, mais je ne les avais jamais réellement, jamais vraiment intégrés. Je ne les avais jamais fait descendre de mon esprit, de ma tête, vers mon cœur. Je ne les avais jamais pleinement intégrés au quotidien dans ma vie de tous les jours. Et vous savez, on utilise le mot intégration un peu à la légère, mais est-ce que les gens se rendent vraiment compte de la difficulté que cela représente? J'ai appris que, vous le savez sans doute, être sarcastique avec les gens, eh bien c'était en fait un acte hostile, tout simplement. Et j'ai vraiment dû changer ma personnalité, la modifier de fond en comble. Et ça, croyez-moi, ce n'est vraiment pas une chose facile à faire, non, pas du tout. Pas en une seule vie. Non, dès que je sentais le sarcasme monter, je devais me contenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, avant que vous continuiez, revenons à l'époque de votre expérience de mort imminente. Je voudrais décortiquer 2 ou 3 choses. D'accord. Pour commencer, quand vous vous trouviez entouré de vos proches, de vos chats, de vos animaux, de tout ça, quelle était en fait l'ambiance générale, l'atmosphère? Je veux dire, est-ce que c'était vaporeux comme des nuages?
Est-ce que vous flottiez au milieu de nuages ou bien était-ce simplement de la lumière? Dites-nous en gros ce que c'était. Juste de la lumière, Je vois. Donc tout le monde traînait. une lumière éclatante. Quand cette sorte de main est arrivée, si l'on veut, ça voulait dire cette main avait en quelque sorte. Oh, ce serait bien si c'était un endroit. C'était quoi cet endroit? À quoi ressemblait l'endroit quand vous... Comme un petit parc. D'accord. Donc c'est quelque chose qui vous était agréable. Oui, oui, Un endroit agréable pour vous. il y avait de très jolis arbres, des fleurs partout, une herbe bien verte et grasse, des papillons et des oiseaux. Donc vous avez mentionné quelque chose selon lequel, quand vous parliez à vos parents ou grands-parents biologiques et vos parents, que cela avait été décidé. Oh ouais, c'est ce qu'on va faire. Et ne vous avait-il pas mise au parfum concernant votre contrat d'âme parce que vous deviez évidemment accepter cette idée? D'accord. Donc la question n'était pas abordée à ce moment-là. Pas tout à fait. Je veux dire, j'avais vaguement conscience de l'existence de quelque chose comme un contrat d'âme. Mais évidemment, au cours de ma vie, je n'en avais plus gardé aucun souvenir précis. Alors j'ai été vraiment très surprise quand ils l'ont mentionné. J'ai eu cette réaction du genre: «Ah d'accord, donc nous avions réellement prévu un plan A ainsi qu'un plan B. Et nous avions donc organisé tout cela ensemble? Oui, c'est exactement ça.» Intéressant. Quand vous étiez avec ces êtres et qu'ils vous montraient, en gros, votre vie, une revue de vie passée. Mais était-ce aussi une revue de cette vie? L'avez-vous vu? Eh bien, pour être honnête, je n'ai pas vraiment eu, disons, ce qu'on appelle une revue classique de mes vies passées, avec toutes les émotions et tout le reste. D'accord. Merci. Mais si, j'ai vu la progression de toutes mes vies passées. Comme un film. Genre, regarder un film de cette vie, regarder un film de ça. Ah, montage. Ouais, et ensuite, on regarde le film de cette vie actuelle, et j'ai, disons, 35 ans environ. Je n'ai encore rien accompli de concret, vous savez. Eh bien, laissez-moi. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Quand vous regardiez vos vies passées, vous en rappelez-vous certaines? Genre, où étiez-vous? Quoi, vous étiez à Rome? Vous étiez en Égypte? Vous étiez au Congo? Genre, où étiez-vous? Ah oui, d'accord. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que j'ai découvert que j'avais été un chevalier de l'ordre du Temple. Au cours de 3 vies différentes, et quand j'avais juste 14 ans, j'ai entendu parler de ces fameux chevaliers du Temple et j'en ai été totalement et profondément captivée par leur histoire. Et j'ai lu absolument tout ce que je pouvais trouver à leur sujet. Et là, je me suis dit: «Ah, maintenant je comprends enfin pourquoi tout ça.» Une autre chose qui me captivait, c'était le Titanic. Et apparemment, j'étais sur le Titanic et je ne me suis pas noyée. Survivante du Titanic. J'étais une survivante. Et ensuite, eh bien, ma vie la plus récente, c'était dans la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, et je suis malheureusement morte de faim dans un camp de concentration. Bon, pas très amusant, mais je comprends. Ouais, ouais. Je suis morte de manière vraiment horrible par le passé. J'ai été brûlée vive sur le bûcher. J'ai aussi été pendue, traînée et même écartelée. Jésus, mon Dieu, en vous entendant parler de toutes ces vies, de toutes ces existences passées, je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de voir le film Rendez-vous au paradis d'Albert Brooks. Ça ressemble exactement à sa vie, le bilan de sa vie quand il se retrouve dans cette tente de révision et il raconte que Meryl Streep, elle, est comme un chevalier, vous savez, très courageuse, et lui, il est pourchassé par un lion ou quelque chose comme ça. Il est sans cesse, vous savez, en fait, et puis il est comme un membre d'une tribu africaine qui se fait dévorer vivant carrément. Et ce sont un peu, en fait, ses pires vies possibles. Et elle, elle est pompier et sauve des vies. Donc, vous avez eu un bon épisode chez les Templiers, mais pour le reste, on dirait, vous savez, oh mon Dieu, on dirait que c'est pendu, traîné, écartelé. J'ai été brûlé sur le bûcher, j'étais sur le Titanic, j'y ai survécu cependant. Ah, je me disais, on dirait que vous avez eu un parcours plutôt difficile. Eh bien, vous savez, j'ai appris énormément de toutes ces expériences, vraiment. Mais le truc important, c'est que je pense sincèrement que tout le monde, au fond, traverse ce genre d'expérience. Bien sûr, oui. Vous savez, tout le monde a toutes ses vies parce qu'on veut expérimenter tout ce qu'on peut vivre sur cette planète. Et ça inclut les bonnes et les mauvaises choses. Et je pense que pour ce qui est de mourir, je crois qu'on a tous une sorte de liste de toutes les différentes manières dont on peut mourir. Vous savez, on les coche au fur et à mesure. Vous voyez?
Je veux dire parce que, et c'est un sujet dont j'adore parler dans l'émission, parce que les gens ne saisissent pas cette idée de... Le concept de la réincarnation existe depuis des milliers et des milliers d'années. Et cette idée de revenir, et ça, que cette vie, et ce n'est pas pour minimiser la gravité ou le sérieux de la chose, mais c'est un jeu. Vous savez, nous sommes des avatars. Notre âme est le joueur tout en haut, qui dirige la partie. Et tout comme dans un jeu vidéo, quand on joue au jeu, on joue au jeu. Ah, j'aimerais bien prendre cette route et vivre cette expérience, ou j'aimerais bien profiter de ça, ou, et de nos jours, avec les nouveaux jeux vidéo vraiment très avancés, on peut incarner différents personnages, un personnage féminin, un orc, ceci ou cela, et vivre des aventures et simplement aller expérimenter toutes sortes de choses et de situations. Mais le joueur, lui, ne ressent absolument rien d'autre que l'excitation de simplement regarder ou même de contrôler toute cette action. Mais l'avatar, lui, dans le jeu, est en train de se faire dévorer par un orc. Oui, exactement, exactement. Ou une collision frontale, avec ce qui me rappelle qu'il faut qu'on revienne sur ce qui est arrivé à ce crétin qui a essayé de vous rejeter la faute. J'aimerais bien entendre ça, j'aimerais bien entendre cette histoire. Mais ça, donc, mais en regardant, c'est donc très difficile pour les gens de comprendre ça quand ils traversent autant de souffrances ou quand ils vivent des choses comme, vous savez, j'ai été trompé ou j'ai une maladie ou j'ai perdu quelqu'un. C'est tellement, La douleur ressentie est bien réelle. c'est réel pour Mario et Donkey Kong. En quelque sorte, encore une fois, sans vouloir rabaisser ce qu'on traverse, mais comme analogie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Vous êtes d'accord? Oui, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais de ce que j'en connais, je comprends tout à fait. Oui. Oui. Vous en comprenez bien le concept un peu comme vous comprenez le concept d'un jeu vidéo. Oui. Donc avant de continuer sur la mort imminente, qu'est-il arrivé à ce crétin? Alors, après que la femme se soit approchée et m'ait dit « Vous êtes à l'hôpital », un agent de police est venu et m'a remis une contravention pour avoir conduit sans mes phares allumés. Et j'étais là à me dire Oui. Il y avait beaucoup de bips de censure. il y avait plein de bips. Par la suite, j'ai été obligée de prendre un avocat et de comparaître devant le tribunal. Et tout ça, vous savez, c'était genre 3 mois plus tard. Et tout le temps, je n'arrêtais pas de répéter « N'osez surtout pas ». M'obliger à me présenter au tribunal et à y dire que je l'ai vu éteindre mes phares alors que je lévitais à 12 pieds au-dessus de ma voiture. Non, ne faites surtout pas ça. On est fini si vous faites ça. Très juste, raisonnable, raisonnable. Ouais. Donc, il ne s'est pas présenté, en fait, au procès. Et là, le policier a commencé à dire, eh bien, l'autre conducteur a dit que vous savez, et mon avocat se lève d'un bond et dit, oui dire votre honneur. Ouais. Et ce fut tout. Ouais. Et ce fut tout. Mais j'ai quand même dû subir tout ça. J'étais vraiment très agacée. Ils l'ont retrouvé plus tard. Je crois que ma compagnie d'assurance l'a eu. Et c'était un conducteur ivre, donc. Oh oui, il y a ça. Il y a ça. Très bien, d'accord. C'est ce qui lui est arrivé. Mais encore une fois, il faisait partie du plan. Exactement. Il faisait partie du plan. Merci de m'avoir aidé à avoir cet accident. Il est du genre, hé mec, je vais le faire. J'ai des trucs à régler dans cette vie. Je vais te rentrer dedans si ça peut t'aider. Et qui sait ce que je lui ai fait dans une autre vie. Vous savez, c'est comme... C'est fascinant. Donc d'accord, donc vous regardez toutes vos vies antérieures, vous savez, à la Albert Brooks, en revoyant un peu tout ce que vous avez vécu, toutes ces expériences, toutes ces choses. Et ensuite, vous revenez, vous savez, vous revenez à vous. Quand vous revenez à vous et que vous commencez, vous savez, à reprendre le cours de votre vie. Je suppose que vous n'avez pas commencé à crier sur tous les toits. Eh les gars, je suis morte et je suis allée de l'autre côté. Non. Combien de temps avez-vous gardé cette information pour vous? Comment avez-vous géré le fait de la retenir avant de commencer à en parler publiquement? Eh bien, d'une certaine manière, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance parce que j'avais des amis qui avaient aussi lu tous les écrits de Cess et qui avaient lu toutes ces autres choses, tout ce genre de choses, et bien sûr le livre de Raymond Moody. Et vous savez, et donc j'ai pu aller les voir et leur dire « Oh mon Dieu, vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. » Vous savez? Et ça, c'était vraiment formidable. Et ils m'ont cru, ce qui était très important. Il y a beaucoup de gens à qui je n'en ai pas parlé pendant 20 ans. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que je suis tombée dans une dépression vraiment très grave pendant environ 5 à 7 ans après cet événement. Je pense que parce que j'étais tellement en colère et que je résistais tellement à l'idée d'être de retour ici,
que ça. Ça s'est transformé en dépression. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui était un medium channel et j'avais dit que j'adorerais trouver quelqu'un qui canalise de très bonnes informations et suivre des cours tout comme, vous savez, ceux que Jane Roberts donnait. Donc, par intermittence pendant 5 ans. J'ai fini par suivre ces fameux cours de canalisation. Et ces êtres canalisés m'ont vraiment, vous savez, aidé à faire face à tout ce qui s'était passé et surtout à toutes les implications que cela pouvait avoir. Et toutes ces choses-là, oui, absolument. Donc ça a été vraiment, vraiment d'une aide précieuse pour moi, je dois dire. Donc, comme je le disais, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance, une chance incroyable parce que j'avais des gens avec qui je pouvais en parler, en discuter librement. Ce n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup, beaucoup de gens, vous savez, et c'est dommage. D'accord. Donc, mais quand vous traversiez tout ça, vous parlez quand même de 5, 7 ans plus tard, où vous êtes en quelque sorte. Vous êtes encore en train de régler ces trucs. Vous êtes encore en train de tout digérer. Oh ouais. Ce qui s'était produit et sans pouvoir vraiment en parler publiquement, pas encore à ce moment-là du tout. Sortir du placard, du fameux placard des EMI, comme je l'appelle, bien sûr, vous comprenez, avec vos amis et votre famille. Est-ce que vous, quand vous avez finalement décidé de faire une sorte de sortie publique à ce sujet, comment c'était pour vos amis, votre famille, vos collègues? Comment ont-ils géré cette nouvelle information? Et comment avez-vous géré leur réaction face à ça? Eh bien, pour être tout à fait honnête, encore à ce jour, mon frère est persuadé que je suis devenue folle. Oui, c'est tout à fait juste. C'est juste. C'était vraiment tout à fait surprenant de voir d'un côté les gens qui s'y intéressaient sincèrement et de l'autre, ceux qui disaient carrément je ne veux absolument rien entendre là-dessus. Mais j'avais aussi des gens qui venaient me voir et qui me disaient oh, vous savez, voilà ce qui m'est arrivé. Et ils me racontaient une expérience paranormale qu'ils avaient vécue et j'étais la seule personne à qui ils pouvaient vraiment en parler. Je connais ce sentiment. C'était vraiment très, très cool. Et puis, bien entendu, alors la deuxième partie de toute cette histoire, eh bien, elle s'est déroulée, en fait, disons, environ 5 ans après avoir vécu cette expérience de mort imminente, vous savez. J'ai eu, à ce moment-là, une véritable révélation, vous savez, et ça m'a, je dois dire, littéralement, mais alors vraiment complètement bouleversée et sidérée. Oui, parce que j'avais vu, bien sûr, ces êtres de lumière, vous savez, n'est-ce pas? Juste après cela, les gens ont commencé à m'offrir toutes sortes de cadeaux qui représentaient des lions. Je recevais sans cesse des bijoux de lion, des ceintures de lion, des sacs à main avec des lions, des livres sur les lions et des statues. C'était totalement absurde. Tout à coup, absolument tout le monde se mettait à m'offrir des lions sans aucune raison apparente. Et ça n'arrêtait pas. Et je me disais, c'est quoi ce délire? Je suis entrée à un moment donné dans une petite librairie, une toute petite librairie là, et j'ai vraiment vu une carte là qui était. Et cette carte, elle était en fait destinée au signe du zodiaque, le lion. Mais le dessin représentait un homme lion, une grosse crinière, le visage d'un lion et des mains. Mes genoux ont complètement flanché. Je suis tombée là, tout droit par terre, et j'ai fait oh mon Dieu, mais c'était donc eux. Et c'était comme si, dans ma tête, c'était vraiment comme si quelqu'un était entré dans ce kiosque et avait tiré brusquement, vous savez, les draps qui les recouvraient, et là, ils étaient juste là. C'était, oui, des êtres lions, et c'était ça, en fait. Quand j'ai eu cette expérience, rien que de tenter de comprendre cette expérience, c'était vraiment tout ce que je pouvais faire. Gérer l'idée même de ces personnes lions, c'était totalement, mais alors là, absolument hors de question pour moi. Ça m'a pris, vous savez, c'était 5 ans plus tard quand j'ai commencé à gérer l'idée que ce sont des personnes lions. Et je n'ai jamais été le genre de personne branchée extraterrestre. Donc, vous savez, c'était genre, bon, qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ça, hein? Vous savez, et j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de mal à en parler aux gens, vous savez. Et pendant de très, très nombreuses années, même quand je racontais mon histoire publiquement, je ne mentionnais pas du tout les personnes lions parce que les yeux des gens, eh bien, roulaient au fond de leur tête quand je disais ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines choses que je dois dire. Je veux dire, en faisant une émission comme celle que je fais, il y a certaines choses que les gens sont prêts à écouter ou à accepter, tout simplement. Comme cette conversation, rien que les expériences de mort imminente, par exemple. Il a fallu du temps pour l'accepter. Exact.
il faut se rappeler que les gens ont également mis énormément de temps avant d'accepter l'automobile. C'est ça, exactement. Vous savez, beaucoup de gens, Le mobile. en avion, on disait « Oh, ça non !» Jamais. Personne ne s'en servira vraiment. Vous savez peut-être, donc il faut du temps aux gens pour accepter certaines idées. Et je pense que c'est, vous savez, quand on commence à s'intéresser à des aspects plus ésotériques de la spiritualité, des choses qui existent depuis des milliers d'années, je veux dire, si vous plongez vraiment dans les textes védiques, si vous lisez la Bhagavad Gita et toutes les choses dont il parle là-dedans, on y trouve des gens bleus et, vous savez, des vaisseaux et, vous savez, des choses qui ressemblent à des bombes nucléaires, des armes et des choses comme ça. Ce sont des idées qui sont très... Cela existe en réalité depuis maintenant des milliers d'années. C'est encore difficile d'eux. Ils doivent se dire « Oh, c'est un mythe. Oh, c'est juste une histoire. » Parce que c'est la seule façon pour eux de... Ils peuvent un peu l'assimiler parce qu'ils n'arrivent pas à croire que ça pourrait arriver. Que ce soit arrivé ou non, je n'en ai aucune idée. Mais il y a le temps. Mais il y a des périodes où, lentement, mais sûrement, vous savez, les textes de Seth, quand c'est sorti, c'était littéralement comme si... Enfin, elle avait 3 têtes. Elle donnait l'impression d'avoir 3 têtes. On l'observait vraiment comme une bête curieuse. C'était exactement pareil pour Edgar Cayce à son époque. Et puis, ça a pris une bien plus grande ampleur. Je veux dire, j'interviewe des médiums tout le temps maintenant, alors qu'avant, c'était quelque chose de très discret, très en retrait, en arrière-plan, avant que l'exorciste ne vienne pour vous chasser le démon. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir où tout cela nous mène en continuant de s'ouvrir de plus en plus et en repoussant les limites toujours plus, encore et encore. Mais je pense vraiment que les gens en général sont en train de s'éveiller davantage. La planète s'éveille plus spirituellement en élevant leur propre niveau de conscience parce que ces idées ne sont pas seulement acceptées, mais elles sont aussi recherchées de manière vraiment, vraiment massive. Si mon émission en est une indication, les gens s'y intéressent de plus en plus et ce ne sont pas juste les gens, entre guillemets, qu'on appelle un peu perchés. C'est d'autres gens vraiment en dehors de, vous savez, de ceux qu'on appelle les convertis, si vous voulez, ou bien des gens qui ont tout gobé, si vous voulez. Êtes-vous d'accord avec tout ça? Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Il y a eu, oui, c'est vrai, une sorte de vague, une sorte de mouvement dans les années 70, hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous savez, les hippies, ces gens-là, vous savez, hein. Et puis, cette fameuse idée de l'ère du Verseau, oui. Et puis, il y a eu vraiment un tel retour de bâton contre ça, un tel retour de bâton qu'il a fallu attendre, vous savez, au moins 30 ans avant que les gens commencent. Même en le voyant. Eh bien, parce que dans les années 80, c'était le matérialisme. C'était l'argent, 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 les choses, les choses, les choses. Les années 90 en étaient une version. Le début des années 2000, c'était en fait, vous savez, une sorte de version de tout cela. Mais ça a commencé à revenir vraiment vers le milieu et la fin. Vous savez, des années 2000 où les gens ont vraiment recommencé en fait à se poser des questions, encore une fois. C'est fascinant parce que je connais de très très anciens médiums qui font de la canalisation depuis 40 ans. Et ils essaient toujours, vous savez, de comprendre ce qui est en train de se passer là actuellement, en ce moment même. Ils sont là à dire, vous voulez me parler? Genre, vous savez, ils ne peuvent tout simplement plus le faire. Ils sont restés cachés pendant tellement, tellement longtemps, vous savez. Oui, exactement. Ou en mode, et vous savez, uniquement par une consultation via l'ami d'un ami, vous savez, plutôt que de s'afficher publiquement comme ça. Ouais. Ils avaient l'habitude de lapider les gens pour ce genre de choses, vous savez, à l'époque, je veux dire, beaucoup d'entre nous en ont un souvenir de vie antérieure, oui. Brûlé vif, pendu ou écartelé. Comment dit-on déjà? Écartelés vifs. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Tous ces trucs-là, pas une façon très sympa de s'y prendre. Oui, des méthodes très proches de l'Inquisition pour éliminer les gens de cette façon. Donc ouais, c'est vraiment fascinant de voir où tout cela mène. Laissez-moi vous demander, après ça, après que vous soyez sorti du placard de l'expérience de mort imminente, quelles autres séquelles avez-vous gardées de cette expérience en ce qui concerne votre compréhension, vos capacités, vos sensibilités au monde? Cela s'est développé, cela a vraiment pris de l'ampleur à mesure que je l'ai pleinement intégré. Et la chose la plus importante, la plus significative, pour moi, je suppose, c'est que je suis devenue plus médium et j'ai commencé cette communication ouverte avec le peuple des lions. Donc, ils travaillent beaucoup avec moi pour mon écriture, mon coaching et d'autres choses. Mais l'une des choses dont on avait discuté pendant mon EMI, c'était, vous savez pourquoi je me suis infligé toutes ces expériences pendant mon enfance.
C'était horrible. Et ils ont répondu, eh bien, c'est parce que tu voulais vraiment, vraiment maîtriser l'amour de soi et tu avais essayé à maintes reprises au cours de nombreuses vies sans jamais y être parvenu. Et puis, à cause de ce que tu voulais absolument faire plus tard, dans cette vie-ci, tu savais que tu allais soit le maîtriser, soit, eh bien, mourir en essayant. Tu sais, et j'ai dit, ça a bien failli me tuer. Et ils ont dit, oui, presque, en fait. Et j'ai dit, mais vous savez, j'ai vécu abandon après abandon et rejet après rejet. Et ils m'ont répondu, eh bien, si ton but profond est d'apprendre véritablement ce qu'est l'amour de soi, c'est précisément le chemin que tu dois traverser. Car cet amour doit impérativement émaner de l'intérieur de toi-même et non des autres ou d'une validation extérieure, tu sais. Alors oui, on s'inflige ce rejet et cet abandon encore et encore jusqu'à ce qu'on finisse par s'arrêter. On finit par comprendre, vous voyez, et donc cela a fini par devenir ma priorité absolue d'apprendre cet amour de soi. J'ai d'abord dû découvrir qui j'étais vraiment, car je m'étais trop sacrifiée et pliée en quatre auparavant. Je pense que beaucoup de gens ignorent leur identité profonde car ils passent toute leur existence à essayer de plaire à tout le monde autour d'eux Et à être toujours quelqu'un d'autre. et à être quelqu'un d'autre. Comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, vous savez. Excellente citation. Franchement, c'est du sarcasme. N'est-ce pas? Mais c'est tellement vrai, oui, et donc vous savez, le concept même, le concept entier de tout ça, ça m'a vraiment pris des années et des années pour enfin découvrir qui j'étais, ou même en fait comment m'y prendre pour arriver à découvrir qui j'étais. Et ensuite, c'est un peu comme si, d'accord, maintenant que je pense, que je crois savoir qui je suis vraiment, vous savez, comment est-ce que je peux transmettre tout ça au monde et rester authentique? Et vous savez, j'ai vraiment fini par croire, en travaillant avec les êtres lions, que c'est l'une des choses les plus importantes sur la planète qui doit être apprise. Parce qu'une fois qu'on possède cet amour de soi, si chaque être humain l'avait aussi, alors le monde deviendrait un endroit totalement différent. Pas de guerre, plus rien de tout cela, absolument rien. Plus de guerre. Personne n'a plus à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Chacun peut avoir sa propre opinion. Vous savez, nous apprenons à nous accepter avec nos propres failles, nos défauts perçus, ce qui nous permet alors d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec tout ce que cela implique, toutes ces choses-là. C'est donc devenu ma priorité de vie absolue. Durant de nombreuses années, j'ai parcouru le monde pour témoigner de mon AMI et par la suite. Je me suis mise à étudier le grand changement vers l'ère du Verseau ainsi que l'astrologie qui l'accompagne. Tout s'est imbriqué de façon étrange. C'est le moment précis où nous, en tant qu'âme, nous efforçons de nous rappeler qui nous sommes vraiment, de l'assumer pleinement, d'être authentique et de nous souvenir de notre précieuse interconnexion sacrée. C'est donc à partir de là que j'ai vraiment commencé à me focaliser sur toute cette importante notion d'amour de soi. Ce n'est absolument pas égoïste, vous savez, il s'agit de prendre soin de sa propre personne et de savoir établir des limites claires et saines. Et vous savez, la plupart des gens ne savent même pas ce que cela signifie. Eh bien, il y a juste énormément de dogmes et d'autres bêtises, d'autres conneries que les gens traînent avec eux. En fait, de la programmation, oui, de la programmation sociétale, surtout ici en Occident, sur le fait que, oh, l'amour de soi, c'est être égoïste, vous savez? Parce que dans les temps anciens, dans l'ancien temps, il y avait cette idée, cette notion, vous imaginez un peu? L'amour de soi, le fait de prendre soin de soi, de sa personne. Et vous savez, c'est pour ça qu'il mourait si vite, si rapidement, en fait. C'est pour ça qu'il mourait malheureux, et parce qu'ils ne prenaient jamais, absolument jamais soin d'eux-mêmes. Et il y a un équilibre, bien sûr, à trouver. C'était plus facile de les contrôler. Oui, très contrôlable. Oh, parce que oui, plus on a de pouvoir en soi, beaucoup plus difficile à contrôler, beaucoup plus. Et je pense que c'est précisément là que la plupart des systèmes établis commencent vraiment à montrer leurs failles, leurs limites. Et vous savez, les grandes religions organisées, les gens les quittent par millions, par centaines de milliers, par flots entiers, parce qu'ils se disent tout simplement « Non, non, cela n'a plus aucun sens pour nous ». Et puis tous ces autres grands systèmes en place, vous savez que ce soit le gouvernement, le système monétaire, le système de santé ou encore les gens commencent à... même l'alimentation par exemple. Les gens commencent à comprendre les choses par eux-mêmes. Et ça va être de plus en plus difficile, voire impossible. Je pense que la boîte de Pandore est ouverte.
Je ne pense pas que ce soit possible de contrôler les masses comme ils l'ont fait dans les années 1900. Il y a trop d'éducation. Internet a tout changé. Plus jamais. Parce que cette conversation serait une conversation que vous et moi aurions pu avoir. Après un événement quelque part où il y aurait eu 200 ou 300 personnes présentes et on se serait peut-être assis, on aurait pris un café et eu cette conversation et peut-être qu'une ou deux autres personnes l'auraient entendu s'ils étaient restés dans le coin. Maintenant, cette conversation pourrait être vue par des centaines de milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Ça, c'est une idée qui change complètement la donne, sans aucun doute. Absolument, absolument. Et nous sommes dans cette période de changement. Je veux dire, c'est le changement, la grande transition. Et c'est exactement là que nous sommes censés être. Je veux dire, tout ce chaos perçu, c'est l'effondrement de ces systèmes. Et c'est censé arriver. Ça doit arriver. 2024, une sacrée année. J'ai entendu ça de la part de quelques-uns de mes invités. On est tous un peu en train de s'attacher pour 2024. J'entends que 2025 va aussi être une année intéressante. Donc, mais j'entends qu'ensuite ça commence un peu à se calmer un peu au cours des prochaines. Enfin, vous savez, dans les 10 prochaines années environ. Mais ça va être un voyage mouvementé, disons-le comme ça. C'est tout à fait ça. Car les représentants de l'ancien monde, ceux qui ont toujours contrôlé le pouvoir et les richesses de la planète, ne vont sûrement pas abandonner leurs privilèges sans mener une ultime et féroce bataille. Bien sûr. Ouais. C'est le dernier sursaut. Exact, c'est ça, oui, c'est exactement ce que c'est. Et je pense qu'il va y avoir, oui, beaucoup de manifestations et même beaucoup plus de grèves. J'ai été un peu surprise en fait de voir que ces grèves du mois d'août surviennent si précocement parce que je ne les attendais pas du tout avant 2024, mais Elles ont été les plus longues. par l'énergie. Et c'était la plus longue. Je veux dire, si vous parlez des grèves à Hollywood, ça a été la plus longue grève des scénaristes et des acteurs de l'histoire. Genre, ils ont tenu longtemps. Mais c'est une autre conversation pour un autre podcast parce que je viens d'Hollywood, donc je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Se souvenir de qui nous sommes vraiment et rester authentique dans chacun de nos actes. Si vous aviez la chance de remonter le temps et de parler à la petite Hélène, quel conseil lui donneriez-vous? Ne te prends pas la tête pour des broutilles. Et ne te préoccupe surtout pas autant de l'opinion des autres, car au bout du compte, cela n'a strictement aucune importance réelle. Du tout. Pas du tout. Du tout. Comment définissez-vous Dieu ou l'énergie source? Tout ce qui est amour et lumière. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est la force créatrice de l'univers. C'est la vibration la plus élevée. Ce n'est pas une émotion. C'est tout simplement la créativité et l'acceptation. Et quel est le but ultime de la vie? D'explorer, d'apprendre, d'expérimenter. Où nos auditeurs peuvent-ils se rendre pour découvrir l'ensemble de votre travail? Oh, j'ai mon propre site internet qui s'appelle Lion Magic, écrit LIONMAGIC.com. Et avez-vous un message de fin pour le public? 2024 va être mouvementé. Il y aura des tentatives pour contrôler les gens par la peur. Et notre mission fondamentale consiste à faire en sorte de demeurer constamment ancré dans la lumière. Hélène, ça a été un plaisir de vous parler et merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire et le travail que vous faites pour élever la conscience de la planète. Je vous en suis donc très reconnaissant, ma chère. Merci.